Bienvenue sur la route vers le Japon. Dans ma précédente vidéo, 5 choses à savoir avant de venir au Japon, j'ai abordé des sujets dont on parle moins souvent, comme les ours et les rencontres au Japon. Cependant, on m'a demandé de donner des conseils plus sérieux pour rendre votre voyage au Japon plus agréable et sans stress. Il y a environ 6 mois, le Japon a enfin rouvert ses frontières au monde. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous prévoient de venir au Japon, certains peut-être pour la première fois. Il est donc temps de vous donner les meilleurs conseils à prendre en compte lors de la préparation de votre voyage. Numéro 1. Les tatouages et les onsen. C'est probablement la question qu'on me pose le plus souvent, donc je pense qu'il est temps d'y répondre enfin. Dans la plupart des régions du Japon, les tatouages sont interdits dans les onsen et il y aura un panneau l'indiquant. Cependant, d'après ce que j'ai constaté, dans les petits établissements comme les ryokans où l'on passe la nuit, ils vous laissent généralement entrer avec des tatouages. Mais il vaut mieux leur demander avant. Évidemment, si vous avez une manche complète ou un tatouage sur tout le corps, il y a de fortes chances qu'on ne vous laisse pas entrer, mais si vous avez un petit tatouage, 1 ou 2 motifs, en général, ça passe. Si cela vous inquiète encore, certains hôtels ou ryokans proposent des pansements pour couvrir vos tatouages. Et vous pourrez entrer sans aucun problème. Si cela vous inquiète toujours, il existe de nombreux onsen privés. Les ryokans proposent souvent des chambres avec leur propre onsen, ce qui vous permet de profiter d'une vue privée avec la ou les personnes avec qui vous séjournez. Ils peuvent aussi avoir un onsen privé partagé que vous pouvez réserver à la réception. Si votre principal objectif est d'aller dans un onsen, ma meilleure recommandation serait de vous rendre à Beppu, à Kyushu. Beppu est l'une des villes thermales les plus célèbres du Japon, et Shota Onsen est l'une des sources chaudes les plus réputées du pays. C'est le seul onsen de style meshless à 3 bassins dans tout le Japon. Il propose des onsens partagés, ainsi que 14 onsens privés différents à apprécier seul ou avec la personne avec qui vous voyagez. Numéro 2. Choisir le bon moment pour venir au Japon. Avant de planifier votre voyage au Japon, la première chose à laquelle vous devez vraiment réfléchir, c'est à la période à laquelle vous souhaitez venir. Parce que chaque saison au Japon est vraiment unique. En hiver, vous pouvez visiter certaines des régions les plus enneigées de la planète, comme Aomori, Niigata, Hokkaido et Nagano, ce qui en fait une destination idéale pour les sports d'hiver. Au printemps, vous pouvez profiter des magnifiques cerisiers en fleurs, puis en été, il fait une chaleur de folie, jusqu'à 40 degrés Celsius. Et enfin, en automne, il y a le koyo, c'est-à-dire le changement de couleur des feuilles. Si vous aimez le froid et que vous voulez découvrir la neige, alors les préfectures que j'ai mentionnées sont faites pour vous. Dans certaines stations, vous pouvez faire du ski ou du snowboard dès la fin novembre et, croyez-le ou non, jusqu'au début juillet. Si vous envisagez d'aller à Okinawa en hiver, même si c'est tout au sud, il y fait étonnamment froid. Et à cause des courants agités, de nombreuses activités sont annulées. Donc faites attention. Si vous prévoyez de venir au Japon au printemps pour voir les cerisiers en fleurs, l'un de mes meilleurs conseils est de surveiller en permanence les prévisions météo. Ou plutôt, les prévisions de floraison des cerisiers au Japon. Oui, il existe quelque chose qui s'appelle la prévision de floraison des cerisiers au printemps. Ma recommandation, c'est de garder votre emploi du temps libre pour pouvoir voyager facilement et découvrir différentes régions. Chaque année, les cerisiers fleurissent à des moments différents et tout dépend de la météo. Donc, garder un itinéraire flexible vous permettra d'en voir le plus possible. Vous prévoyez de venir au Japon en été? N'y allez pas! Sauf si vous aimez transpirer de tous les pores de votre corps. Enfin, je dirais que ma saison préférée, c'est sans doute l'automne. Le temps est parfait. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, et on peut admirer toutes les feuilles d'automne qui passent du rouge au brun et au jaune. Des millions de visiteurs du monde entier, et même des locaux, se déplacent pour voir le changement des couleurs automnales. C'est la météo et le paysage idéal pour voyager, que ce soit en train, à vélo ou en voiture, ce qui m'amène à mon prochain conseil. Numéro 3. Louer une voiture, la meilleure façon de se déplacer au Japon, c'est en voiture. Ne vous méprenez pas, le Shinkansen est génial et il faut absolument vivre l'expérience, mais l'augmentation prévue du prix du pass général risque d'être trop cher pour certains. Sans le pass ferroviaire, les prix peuvent vraiment grimper si vous achetez une voiture. Prévoyez de l'utiliser partout. Aussi, utiliser des compagnies aériennes comme Jetstar et PG Airlines est une excellente et économique façon de voyager plus facilement à travers le pays. Ces compagnies aériennes sont pratiques pour traverser le Japon d'un bout à l'autre. Mais se rendre à l'aéroport peut être galère et l'avion est étroit. Et vous pourriez vous retrouver assis à côté d'un type que vous ne connaissez pas et à qui vous n'avez pas envie de parler. Cependant,
Conduire au Japon peut coûter cher, surtout si vous parcourez de longues distances. Ou que vous conduisiez sur l'autoroute au Japon, vous tomberez très probablement sur un péage. Cela peut coûter aussi peu que 5 cents yens, soit environ 3 à 4 $, jusqu'à 12 000 yens, soit environ 90 $. Ça peut vite s'accumuler et devenir cher. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le gouvernement national a récemment annoncé que les autoroutes deviendront gratuites d'ici 2150, je veux dire 2150. Sans blague. Néanmoins, si vous prévoyez de visiter une région spécifique comme Kyushu, Hokkaido ou Kai, c'est clairement ce que je recommande. Même s'il y a des transports en commun, la nature environnante s'apprécie vraiment à son rythme en voiture. Il y a aussi tellement de villages cachés, de restaurants et de sanctuaires que vous ne découvririez jamais en prenant le train. Et puis, rien ne vaut le fait de traverser les montagnes japonaises en voiture, fenêtres ouvertes, avec la brise fraîche qui vous souffle dans les cheveux. Si vous prévoyez de louer une voiture à Nara et que vous vous sentez chanceux, il existe une boutique spéciale appelée Gacha Rent-A-Car. Quoi que ce soit. Pour seulement 5 000 yens, il suffit de tourner le gachapon et il choisira votre voiture au hasard, de la Mini à la Mercedes. Depuis le début du Covid-19, le camping a explosé et les camping-cars ont aussi beaucoup évolué. Les gens réaménagent leur voiture pour qu'on puisse littéralement y vivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il existe des services de location de voitures où vous pouvez en fait les louer, ce qui vous permet de régler à la fois votre transport et votre hébergement. Avec la voiture de location, j'imagine qu'il vous faudra aussi du Wi-Fi pour utiliser Google Maps. C'est pourquoi je recommande de prendre une carte SIM internationale et un pocket Wi-Fi avec Sakura Mobile. Ils sont connectés à l'un des plus grands et des plus fiables réseaux du Japon, Nokomo, offrant un accès Internet rapide et sans interruption, où que vous soyez au Japon. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, de passer commande pour votre carte SIM ou votre pocket Wi-Fi à l'adresse où vous souhaitez le récupérer au Japon. Cela inclut différents aéroports, hôtels et bureaux de poste. Ensuite, profitez du Wi-Fi partout où vous êtes au Japon. Avant de reprendre l'avion pour rentrer chez vous, postez la carte SIM dans l'enveloppe fournie et dites Sayonara au Japon. C'est aussi simple que ça. Voyagez l'esprit tranquille, restez connecté avec vos amis et votre famille et partagez vos photos sur Instagram où que vous soyez au Japon. Utilisez le lien dans la description ci-dessous pour acheter votre carte SIM internationale européenne ou votre pocket Wi-Fi pour votre voyage au Japon. Bref, mon 4e conseil. Faites attention aux typhons et à la saison des pluies. Et aux tremblements de terre. De juin à juillet, c'est la saison des pluies dans une grande partie du Japon, appelée Tsuyu. On l'appelle aussi la pluie des pruniers, car elle coïncide avec la période où les prunes mûrissent. Le Tsuyu peut commencer dès le mois de mai dans les régions du sud comme Okinawa et se terminer aussi tard qu'à la mi-juillet dans le nord du Tohoku. Vous pouvez consulter les prévisions annuelles en ligne, et je vous recommande vivement d'éviter de visiter le pays pendant ces mois-là. Mais il y a aussi des points positifs. Les voyages sont parfois plus calmes durant ces mois, et de nombreuses régions peuvent être encore plus belles sous la pluie. L'un de mes meilleurs conseils est de visiter Hokkaido, car cette préfecture du nord n'a en fait pas de saison des pluies. La température y est douce et c'est idéal pour explorer la nature incroyable et goûter à la délicieuse cuisine. Ensuite, de juillet à octobre, c'est la saison des typhons. Les typhons sont l'équivalent des ouragans aux États-Unis et existent à différents niveaux d'intensité. Ils commencent généralement autour d'Okinawa puis remontent vers le nord-est du Japon en passant par Kyushu, Osaka et Tokyo. Ils frappent très rarement Hokkaido, ce qui est une autre bonne raison d'y aller. En parlant d'humidité, les tremblements de terre sont un autre sujet d'inquiétude fréquent pour beaucoup de gens. Le dernier très gros séisme a eu lieu en 2011 dans la région du Tohoku, ce dont beaucoup de gens ont sûrement entendu parler. Même s'il y a de nombreuses petites secousses tout au long de l'année, il est très rare d'en vivre une vraiment dangereuse. Je ne m'en inquiéterai pas trop, ne vous laissez surtout pas décourager par votre voyage au Japon. Quoi qu'il en soit, le Japon est bien équipé pour faire face aux tremblements de terre, de nombreuses structures sont conçues pour y résister et de nombreuses personnes sont régulièrement formées pour faire face à de telles situations d'urgence. Vous aurez probablement aussi beaucoup de flou juste avant un tremblement de terre attendu, vous aurez donc moins de temps pour vous préparer. Astuce bonus. Ah, qu'est-ce que tu es? Les poches Wonky a-t-il un goût différent selon les régions du Japon? Non. Est-ce que ça fond dans la bouche? Oui. Numéro 5, lire dans l'air. Il existe une expression japonaise appelée « faire confiance à la lecture de l'ambiance ». Les Japonais sont les meilleurs pour communiquer leurs sentiments, ce qu'ils pensent, et sont souvent assez indirects. Encore aujourd'hui,
Les gens portent des masques, même si ce n'est pas nécessaire. On voit souvent un groupe de salariés, hommes ou femmes, porter des masques ensemble. Si une personne en porte un, tout le monde en porte un. Si vous êtes la seule personne à ne pas en porter, vous risquez de mourir. Cela veut dire que vous n'en avez vraiment rien à faire. Un autre exemple, en 2019, un tweet est devenu viral, posté par un gars appelons-le Chris qui était en voyage d'affaires à Kyoto. Pendant sa réunion, le client a complimenté la montre de Chris. Comme beaucoup de gens normaux, il a pris ça comme un compliment et a commencé à parler de sa montre. Oui, c'est vraiment une montre splendide que l'on puisse avoir. Elle m'a été transmise par mon arrière-arrière-arrière-grand-père et elle est intemporelle, classique, tu ne trouves pas. Mais ici, c'est le Japon. En réalité, le client voulait dire que la conversation avait trop duré, qu'il commençait à s'ennuyer et qu'il voulait que Chris rentre chez lui. En complimentant la montre de Chris, il pouvait ainsi regarder l'heure et se rendre compte du temps que Chris lui avait pris, le poussant indirectement à conclure la réunion. Bon sang Chris, comment n'a-t-il pas compris ce message? Mais plus sérieusement, ce n'est pas une version extrême, ces petites nuances jouent un rôle important dans la culture japonaise. Quand tu montes dans un train et qu'il y a du silence, peut-être que tu devrais aussi rester silencieux. Ou si quelqu'un a l'air mal à l'aise en te parlant, tu devrais peut-être te dépêcher de le laisser tranquille. Ne fais pas comme Chris et apprends à lire l'ambiance. Voilà, c'était la deuxième partie des 5 choses essentielles à savoir avant de venir au Japon pour tout le monde de Planète Co. Et j'espère que ces conseils vous seront utiles. Et souvenez-vous, ne faites pas comme Chris, lisez l'ambiance et on se retrouve dans la prochaine vidéo.